Donc, très bien. Ben, écoutez, bonjour à tout le monde. Merci de venir assister et participer à cette dernière séance de l'année des petits déjeuners d'Urkheim. Alors, c'est une séance, je dirais comme toutes, hein, je le dis à chaque fois, mais peut-être aussi celle-là particulièrement. C'est une séance assez exceptionnelle, à la fois par le sujet que nous allons aborder, la question des archives. Il y a des enjeux d'actualité importants, et puis également par la qualité des intervenants qui nous font le plaisir et l'honneur de participer à ce séminaire. Alors, d'abord, parler des auteurs qui vont nous présenter un ouvrage qui s'intitule 1979 Genèse d'une loi sur les archives, qui a été publié à la documentation française en 2019. Donc, c'est un collectif sous la direction de Marie Cornu, qu'on connaît bien dans notre séminaire, qui était là lors de la dernière séance, qui est directrice de recherche au CNRS, ISP ENS Paris-Saclay, qui est juriste et qui a notamment produit un magnifique collectif, le Dictionnaire des biens communs en 2017. Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Yann Potin, qui est à la fois historien, qui est également archiviste aux archives nationales, qui a notamment co-dirigé l'ouvrage avec Patrick Boucheron et autres auteurs Histoire mondiale de la France en 2017. Nous avons enfin le plaisir d'accueillir Nicolas Thiebaud, postdoctorant à l'ISP ENS Paris-Saclay, dont les recherches portent sur le droit constitutionnel et particulièrement aussi sur le droit des archives. Donc je signale pour la bonne forme que cet ouvrage collectif a été également co-dirigé par Noé Wagner, Christine Nougaret et Bruno Ricard. Bien. Donc cet ouvrage qui porte sur la genèse d'une loi sur les archives résonne avec l'actualité, hein, puisque cette question est particulièrement traitée avec un arrêté du Conseil d'État récent. J'invite les doctorants présents, nombreux et nombreuses, les doctorantes, à s'interroger et peut-être à intervenir sur la fin de notre séance sur leurs enjeux propres en termes de sources, de collecte des sources d'une manière générale et de rapport aux archives, quels problèmes, quelles spécificités, pour qu'on puisse terminer cette dernière séance en visio. J'espère que l'année prochaine, nous repasserons dans le monde présent, pour que nous puissions terminer avec de l'interaction. Vous savez que nous aurons un temps de discussion proposé par Anne Simonin, qui est directrice de recherche au CNRS, qui a une œuvre d'historienne considérable, qui est membre du CESPRA à l'EHESS, qui est également membre du comité de rédaction des Annales Histoire Sciences Sociales. Et donc, à partir de la discussion ouverte par Anne Simonin, je vous inviterai soit à poser des questions dans le chat, soit à me signaler vos demandes d'intervention qui vont vous faire intervenir à l'écran. Je vais laisser la parole tout d'abord à Pierre Guimantif qui a souhaité, comme directeur de la MSH Paris-Saclay, vous dire quelques mots d'accueil. C'est un plaisir, Pierre, de te laisser la parole. Merci beaucoup, Florent. Donc, en effet, nous tenons, Maryse Bresson et moi-même, qui dirigeons actuellement la MSH, à faire acte de présence au début des petits déjeuners que vous organisez pour bien marquer l'intérêt que la MSH porte à votre initiative et le plaisir que nous avons à l'appuyer en l'accueillant matériellement quand c'est possible, à l'appuyer en l'accueillant virtuellement comme c'est le cas maintenant grâce au travail de Laurence Franchiset qui assure le soutien à cette rencontre virtuelle. Si je voulais aussi dire quelques mots aujourd'hui, c'est pas uniquement pour manifester cet appui général de la MSH, mais aussi parce que la présentation du livre d'aujourd'hui me donne l'occasion de dire très rapidement quelque chose que nous considérons important de bien divulguer auprès des personnes qui s'intéressent à la MSH. Les archives, et parce que je connais du travail de Marie Cornu, je mesure bien à quel point ce lien est important. Les archives, c'est une thématique qui s'inscrit dans la thématique du patrimoine plus général. Et la thématique du patrimoine est une thématique à laquelle la MSH tient, malgré un affichage qui a, semble-t-il, parfois laissé un tout petit peu
pensif certains observateurs, vous savez que la MSH a 3 axes thématiques qui sont l'humanité, le numérique, la santé, l'environnement, le patrimoine et les transitions et l'innovation. Or, en effet, bien des notions n'apparaissent pas dans ces énoncés, notamment celle de patrimoine, mais il est clair pour nous qu'il n'y a pas de temporalité sociale, il n'y a pas de transition sans des dispositifs comme le sont les archives, comme le sont le patrimoine, et ce qui va être présenté d'ailleurs maintenant, non seulement va permettre de le mesurer, mais est l'observation d'un moment, lui aussi, de transition par lequel se construit notre notion, nos pratiques d'archives. Donc voilà un mot que j'avais le plaisir de pouvoir placer maintenant en début de cette matinée. Merci Florent, bonne présentation, bon débat et tous les vœux de la MSH pour cette initiative. Merci Pierre, et sans transition, je laisse la parole à nos auteurs invités. Merci Florent, merci Pierre de cette invitation. Merci aussi à Anne Simonin d'avoir accepté de discuter autour de cet ouvrage. Je ne sais pas si vous voyez, Genèse 1979, Genèse d'une loi sur les archives. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots du programme de recherche dans lequel prend place cet ouvrage 1979. Nous avons depuis plusieurs années entrepris collectivement de travailler sur les textes importants qui ont contribué à structurer ce champ du droit du patrimoine. Ces textes qui font date dans l'histoire du droit du patrimoine, des dates qui restent dans la mémoire des acteurs, de ceux qui en font usage. Ce sont les textes que l'on retrouve dans le Code du patrimoine en particulier. Donc, on a intitulé ce projet Mémo-Loi. On a un site, un carnet de recherche qui est magnifiquement tenu par Marie Trapp et alimenté par tous les chercheurs de l'équipe, par Nicolas aussi Thiebaud, qui travaille activement avec nous sur ce projet Mémo-Loi. Ce titre Mémo-Loi, évidemment, renvoie à cette idée d'exploration et de questionnement autour de la mémoire des lois. Nous avons commencé ce travail par la loi un peu considérée comme la loi matrice, la loi fondation. Pas seulement loi fondation d'ailleurs, une loi, c'est la loi sur les monuments historiques qui a déterminé et conditionné un certain cheminement juridique dans le traitement de la protection des biens culturels. Et nous avons poursuivi avec ce thème des archives, cette loi 79. 2 ouvrages sont aussi en cours, un ouvrage sur la loi musée, qui est beaucoup plus récente, c'est de l'histoire chaude, 2002. Et puis les lois, on pourrait parler là au pluriel plutôt, sur l'archéologie, dont l'une des genèses est une loi de 1941. Alors quelques éléments très généraux de précision avant de passer la parole à Yann. Pourquoi revenir à la genèse des textes? C'est un des choix effectivement du projet Mémo-Loi de se pencher sur le moment d'apparition des lois. C'est un moment où se formulent des énoncés juridiques, où se construit un certain corpus, où s'élabore un certain nombre de catégories qui ne sont pas des moindres dans le champ des archives, mais dans d'autres textes aussi. Et on a pensé que ce moment-là était un poste d'observation intéressant, à la fois pour déplier cet instant de la fabrique des lois, qui est toujours un moment assez complexe, évidemment, de reconstituer les voies par lesquelles ces énoncés juridiques se forgent. On a voulu là sonder effectivement plus sérieusement ce qu'on a appelé un moment de précipité des lois, où se cristallisent dans un corpus normatif un certain nombre d'idées, de choses, de techniques, de principes, etc. Alors, comprendre bien sûr sur la base de ces énoncés comment s'élabore, ou plus justement se déploie un certain nombre de discours juridiques, de discours, mais aussi de pratiques. La question des usages du droit est évidemment une question essentielle, et particulièrement dans ce champ des archives, on y reviendra. Et puis, ce poste d'observation, c'est aussi un lieu intéressant pour comprendre l'histoire plus lointaine, pour inscrire la loi sur les archives ou l'examen de cette loi sur les archives dans une histoire plus longue. Deuxième précision,
chaque ouvrage a réuni un collectif de chercheurs, d'universitaires, historiens du droit, historiens de l'art, juristes, mais aussi conservateurs, archivistes, plasticiens, fonctionnaires de l'administration de la culture. Et cette dimension de pluralité de points de vue, c'est un des partis pris forts du projet Mémolois, dans le projet Archives comme dans les autres projets, évidemment, ce que montre l'équipe de coordination du projet Archives, mais pour les autres, c'est à peu près la même chose. Troisième idée, le corpus. On a travaillé à la fois sur les corpus classiques que mobilisent les juristes, les archives parlementaires, mais on a eu la chance aussi de pouvoir accéder à un certain nombre d'archives des bureaux, d'archives de l'administration, ce qui nous a permis de croiser ces différentes sources de production de la pensée juridique. Et ça, alors même si on n'a peut-être pas eu accès à toutes les archives de la loi, on a quand même eu accès à un très beau matériau. Et c'est aussi un des projets, ou un des éléments qui constitue le projet Mémolois, que de constituer un corpus d'archives, pour le moment qui est exploité par les équipes qui travaillent sur Mémolois, mais dont la destination est d'être à la disposition évidemment de la communauté scientifique en général. Alors, il n'est pas question là de restituer l'intégralité des travaux dans cet ouvrage qui est un petit peu volumineux. Hein, c'est une somme de réflexion et d'analyse multisituée, comme je le disais, donc impossible par définition à résumer. Mais je pense qu'on va évoquer quelques-uns des aspects qu'a développé cette entreprise d'auscultation de la loi de 79, alors qu'on va rapporter bien sûr à cette actualité législative et jurisprudentielle dont parlait Anne Simonin, hein, puisqu'on parle aujourd'hui de réformer le droit des archives. Il y a un certain nombre de pratiques qui viennent mettre en question l'économie de la loi de 79 et celle qui a suivi, qui était un petit peu dans son sillage, un peu, mais pas tout à fait. Donc, il faut parler de l'actualité et on verra que regarder l'actualité aujourd'hui nous fait voir la loi de 79 avec des clés de lecture peut-être un peu différentes. Alors, on va dans cet exercice-là, on va reprendre bon an mal an les deux grandes parties qui ont formé l'architecture de l'ouvrage. La première s'intitule Concevoir le droit des archives, c'est s'intéresser à la fois au passé proche, à l'environnement dans lequel advient ce texte, les années 70, années dans lesquelles l'information devient une catégorie d'action publique et une catégorie juridique, et puis s'intéresser à l'histoire plus longue. Ça, c'est le premier texte, très beau texte écrit par Yann, qui se livre à un exercice critique, une histoire critique de ces archives hors la loi, c'est son titre, et dans lequel il nous montre à quel point cette histoire est sinueuse et complexe et tout sauf linéaire, mais je le laisserai parler. Le second thème, on l'a intitulé « Investir une loi sur les archives ». Et là, on s'intéresse précisément aux apports de ce texte, aux catégories que crée le droit. Finalement, qu'est-ce que ça change d'avoir une loi sur les archives? On voit aujourd'hui à quel point ça change les choses, d'avoir une certaine loi sur les archives. Et cette exploration-là nous a aussi permis de comprendre les articulations et les points de frottement, de friction, parfois assez violentes, entre le droit tel qu'on le conçoit dans les textes, etc., et les usages qu'en font les premiers usagers du droit, on pourrait dire, que sont les producteurs et les archivistes, hein, puisqu'ils font du droit au quotidien en donnant à voir les documents, en décidant de verser, en décidant de communiquer, etc. Donc il y a parfois une sorte d'entrechoquement de ces deux sources de production du droit, on peut dire, qui se réalise d'une façon parfois assez spectaculaire, et on y reviendra, je pense, dans les discussions. Voilà, je laisse aussitôt la parole à Yann sur cette plongée ou ces retours vers l'histoire, le droit des archives avant la loi, finalement. Pas seulement le droit, d'ailleurs. Merci Marie, je suis très touché de vous retrouver même un peu en ligne, et je remercie beaucoup les petits déjeuners
de cette invitation. Donc, l'idée pour un petit peu une sorte de mise en bouche historique, c'est de commenter un peu l'arrière-plan de longue durée de cette loi de 79, avec cette question très simple, c'est pourquoi, non pas pourquoi une loi, mais pourquoi 1979, pourquoi si tard, ou si tôt, ça dépend comment on se place du point de vue présentiste. Je dirais que c'est à la fois une loi qui est tardive et qui est surtout une loi très ambiguë, on y reviendra, sur ses effets sur la constitution des archives, ne serait-ce que parce qu'elle définit un périmètre des archives publiques qui n'avait jamais été aussi précisément défini, ou plutôt si imprécisément défini comme total. C'est l'article 1 de cette loi qui définit l'archive quasiment comme une information incréée et primale à la source même de l'action administrative et publique. Or, il se trouve que la France s'est distinguée par cette loi, elle en a été très fière pendant très longtemps, elle l'est toujours, elle a servi de modèle, notamment dans le cadre de la coopération internationale, à d'autres lois d'archives. Ce n'est pas la première loi, évidemment, contemporaine sur les archives, mais elle a pris une place qu'il faudrait discuter, et elle s'est un petit peu tout simplement emmythologisée elle-même, à tel effet d'ailleurs que on se rend compte 40 ans après, et c'était le sens de cet ouvrage, que il y a des effets pervers de cette loi en fait sur la constitution et la collecte même des archives, mais ça c'est un aspect polémique que je réserve pour la discussion. Ce que je me propose de faire en quelques minutes, une grosse quinzaine de minutes, c'est un parcours, je vous l'ai dit, un bouquet historique permettant non pas de comprendre, mais d'essayer de saisir pourquoi cette loi a longtemps été une chimère, en tout cas depuis le début du XXe siècle, et comment on peut entendre l'absence de loi, surtout, depuis la Révolution française, sur les archives. En effet, le texte que je me suis proposé d'écrire dans ce volume, qui a une fonction introductive, de manière provocatrice, effectivement, parle d'archives hors la loi, au sens propre du terme, puisque bien qu'on ait deux lois concernant les archives sous la Révolution française, en fait un peu plus que ça, si on regarde de près ce qu'est la définition de la loi sous la Révolution française, mais là je laisserai Anne en parler, on a donc un intense régime législatif des archives entre 1790 et les années 1800, et puis plus rien, et un autre régime que l'on pourrait qualifier d'administratif ou de réglementaire qui va dominer entièrement le paysage jusqu'aux années 70, même si, en effet, on peut considérer qu'à partir des années 1900, et particulièrement de 1904, donc vous voyez, la chronologie est facile à retenir, on a un bornage, une périodisation très claire, c'est-à-dire que 1800, en l'an 9, c'est le dernier projet de loi qui n'aboutit pas pour s'adapter au nouveau régime consulaire. Plus de loi du tout. Et puis en 1904, un projet de loi qui n'aboutira pas non plus, un projet de loi pleinement républicain, mais qui va contenir un programme, disons, administratif et en partie politique, qui ne sera qu'en partie réalisé dans la loi de 79, avec comme étape un décret fondamental, le décret de 1936, qui est en fait du 28 juillet 1936, un décret du Front populaire, et qui est en fait la base de la politique archivistique en France. Vous voyez déjà que dans ce que je dis, je mêle en permanence, et c'est bien toute l'ambiguïté de ces lois ou de ces textes, finalement la gouvernance des archives et la question de leur accessibilité ou de leur fonction sociale dans la société, vis-à-vis de la société civile. Et c'est bien d'ailleurs toute l'ambiguïté du régime des archives en France, c'est qu'il est très confusionnel dans le sens où il est à la fois une législation sur l'État et la manière dont l'État s'oblige ou s'obligerait à donner accès aux citoyens à ces productions administratives et à la genèse donc de ces décisions plus ou moins légales, et d'autre part une manière de
légiférer sur l'information, voire la recherche, l'accès à l'information, la liberté de la recherche, et plus globalement, bien entendu, la question de la transparence et peut-être du patrimoine. C'est un grand débat que nous avons avec Marie, c'est-à-dire que le régime des archives est très très loin de celui du patrimoine pendant 2 siècles, ça c'est certain, et même pour ma part, je pense toujours aujourd'hui, même s'il n'est inclus dans la logique du patrimoine que pour des raisons de tutelle administrative, ce qui est quand même, vous me l'accorderez, un détail, mais un détail qui, comme on le sait, peut prendre la place même du régime légal. Alors, pour être très clair, pour essayer de l'être, en tout cas, c'est pas évident de présenter les choses à distance. J'ai simplement reconstitué ces 3 étapes que je vous ai très brièvement dessinées, c'est-à-dire et qui expliquent pourquoi il n'y a pas de loi finalement pendant 200 ans. Il n'y a pas de réforme spécifique, et tout d'abord parce que on se réfère dans la pratique toujours à une loi dite fondatrice, la fameuse loi du 7 Messidor II, le 25 juin 1794, date essentielle puisque c'est comme on se le rappelle souvent à Cannes, c'est une des grandes lois de la Terreur. La Terreur a été une grande production législative, et cette loi du 7 Messidor II a tenu lieu, au sens vraiment propre, termes de loi de référence, avec un certain nombre de principes qui sont encore de principes actifs, comme l'article 37, qui pose le principe de l'accessibilité justement à tous les citoyens des documents contenus dans les archives. Mais vous voyez déjà le problème, c'est dans les archives, c'est-à-dire dans un établissement. C'est toute la question de savoir où sont les archives. Est-ce que la localisation des archives et donc leur territorialisation fait peser quelque chose sur leur signification, leur accessibilité, et justement le principe que la loi de 79 va poser, c'est précisément que les archives existent en dehors du lieu où elles sont. De même, elles existent d'après l'article 1 au moment même de leur création. Elles sont des archives en devenir, alors que jusqu'à présent on considérait que les archives n'étaient vraiment des archives que quand les papiers étaient parvenus dans un lieu déterminé, qu'était un service d'archives, qu'il soit national ou départemental. Je parle bien sûr que de la France. Alors tout ça est évidemment lié fortement au contexte, à la genèse, non pas de la loi de 79, mais bien de la Révolution française, puisque les archives ont joué un rôle essentiel et politique dans le processus de l'été 89 et de la Constituante, puisqu'on peut même dire que la première loi sur les archives, qui est une loi oubliée et qui a été donc d'une certaine façon périmée par la loi du 7 Messidor que j'évoquais, c'est cette loi du 4, 7 et 12 septembre 1790, selon le processus de validation du décret-loi de l'Assemblée nationale transformé en proclamation du roi, cette loi qui, au fond, pose d'emblée à la fois toute l'ambition et toute l'ambiguïté de ce qu'on doit entendre par archive et régime légal des archives, puisque c'est une loi proprement constituante à la fois des archives nationales, vous voyez, article 1er, les archives nationales sont le dépôt de tous les actes qui établissent la constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution au département, mais précisément, cet article 1er, quand je parlais sinon de confusion, du moins de logique, de miroir, c'est que les archives sont définies comme avant tout les archives de la loi et du droit. Donc il y a un effet presque de mise en abîme, c'est-à-dire que les archives sont légalement d'abord définies sous la Révolution comme non pas un régime spécifique et général, mais comme ce qui fonde la souveraineté nouvelle de la loi et d'un nouveau droit public qui, par définition, ne préexiste pas aux archives. Donc, évidemment, là, on est dans une définition très spécifique, mais très ambitieuse, et qui va en fait être très vite périmée, puisque cette conception initiale des archives révolutionnaires est une conception extrêmement limitative en termes de typologie et de contenu. En fait, on définit les archives par leur contenu, et absolument pas par leur qualité, ou a fortiori par leur efficience. Les archives sont une liste de documents, comme on le voit dans l'article 1er, d'actes qui sont fondateurs.
Ce qui, d'ailleurs, a une conséquence très forte, c'est que pendant très longtemps, on ne se résoudra pas à imaginer que les archives puissent être autre chose que quelques collections de documents officiels, de volumes assez restreints, et que ce malentendu va se poursuivre jusque tard dans le XIXe siècle, et il faudra vraiment la grâce de l'historicité de régimes instables et la chute de nombreux régimes pour que la mort successive de ces régimes alimente les archives et crée, je dirais presque en différé, la nécessité de prendre en compte un périmètre beaucoup plus large, d'autant que initialement on ne distingue pas dans la loi de 1790 la question des monuments historiques, c'est-à-dire des documents qui ne seraient pas, qui n'auraient plus de valeur juridique. On laisse cette question aux bibliothèques, ce qui va créer, je le dis au passage, un régime schizophrène en France sur le patrimoine écrit, puisque on va le voir dans un instant, on refuse de créer une sorte de centre d'archives historiques dès 1790, parce qu'on ne sait pas encore, évidemment, que l'Ancien Régime va devenir l'Ancien Régime, c'est toute l'ambiguïté de ce qui est un moment constituant, c'est un moment de transition, et donc, on fait comme si les archives nationales étaient à la fois les archives du futur, par celles du présent, et étant susceptibles de pouvoir conserver aussi des archives du passé. Mais il ne faut pas que les archives du passé menacent la garantie de cette révolution en cours du droit présent. Donc vous voyez, c'est des enjeux quand même assez compliqués. Ça explique en grande partie ce vrai faux départ et cette confusion entre archives historiques et archives juridiques positives, à effet positif. Ça explique en grande partie, en fait, cette spécificité, pour le coup, de l'organisation des archives nationales et centrales en France, c'est qu'il n'y a pas un dépôt historique clos d'un côté et un dépôt vivant directement connecté aux organes de l'État centraux, même si en fait quand on rentre dans le détail, il y a eu plusieurs configurations qui ont ressemblé à ça, notamment sous le Premier Empire, où les archives de la secrétaire d'État impériale pouvaient être considérées comme des archives centrales du gouvernement, alors que les archives nationales, déjà périmées par la chute du directoire, commençaient à devenir les archives historiques de la Révolution. Ces remarques peuvent vous paraître secondaires, mais elles sont fondamentales parce que dans beaucoup de pays et dans beaucoup de configurations, la question est assez réglée par une séparation assez brutale des services historiques qui du coup évoluent plutôt vers des logiques patrimoniales et les services politiques qui eux évoluent totalement vers des logiques de non-accessibilité, de souveraineté, de pouvoir. Mais en France, on n'a jamais réussi à séparer les deux. D'ailleurs, en soi, a dit énormément de choses. On n'a jamais voulu surtout le faire. On pourrait évidemment passer des heures et des heures là-dessus. Alors, après cette loi fondatrice qui se trouve très vite périmée par la chute du régime constitutionnel de 1791, puisque en fait elle était terriblement liée à cela, eh bien on a la fameuse, très fameuse, je ne sais pas si on la voit désormais, loi du 7 Mésidor en 2 que j'ai déjà évoquée, qui est une loi valide le fait que les archives publiques en France, mais le terme est assez peu utilisé encore, que les archives de la République sont des archives établies auprès de la représentation nationale, c'est-à-dire dans un régime fondamentalement législatif. Or là encore, toute la suite de l'histoire va tourner le dos à cette idée que c'est l'Assemblée nationale qui a la tutelle des archives nationales, puisque dès l'an 8, dès 1800, c'est tout le contraire qui va se passer. Les archives nationales vont se retrouver marginalisées dans différents ministères, des ministères puissants, mais surtout vont se retrouver, si je veux dire, prisonnières de la concurrence administrative entre les ministères, des hiérarchies et des verticalités contradictoires d'une lutte pour la force de l'exécutif et le contrôle de l'exécutif. Ce qui est très important puisque, au fond, cette dernière loi jusqu'en 1979, cette loi de 1794, même si elle va poser des principes que nous qualifierions aujourd'hui de démocratiques, comme l'article 37 que j'évoquais, que vous voyez à l'instant, tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts aux jours, aux heures qui seront fixes,
aux heures qui seront fixées. Vous voyez, on passe déjà à des questions d'horaire d'ouverture. Communication des pièces qu'ils renferment. Elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés, sous-entendu les copies authentiques, seront délivrées à raison de 15 sols du rôle, l'équivalent d'un nombre de signes aujourd'hui. En fait, cet article et cette loi est très complexe. C'est une loi domaniale qui vise à régler des questions liées à la vente des biens nationaux et aux archives qui y sont attachées. Mais là encore, vous voyez que la définition des archives est une définition de contenu par le contenant, confère l'article 2. Ce dépôt renferme et une liste d'actes, un peu plus généreuse sans doute que dans la loi précédente, mais qui reste extrêmement limitative et sur des actes officiels qui ressemblent beaucoup à ce que sous l'Ancien Régime on appelait justement une collection de titres, c'est-à-dire vraiment les actes de fondation d'un régime et non pas du tout la totalité des productions d'un État, ce qui n'a à peu près rien à voir. Et donc la confusion va d'autant plus s'établir que dans cette loi, pour le coup, par son article 12, on institue le principe du triage des dépôts, évidemment d'Ancien Régime, pour essayer de préserver dans leur sein ce qui pourrait encore avoir un intérêt pour le gouvernement, et notamment la gestion des domaines publics, parce qu'en fait c'est surtout ça qui est en cause dans ce moment-là, dans un moment budgétaire, si j'ose dire, où évidemment la République est aux abois financiers face à l'Europe qui s'est abattue sur elle, on décide justement de déconnecter la logique juridique des archives de l'histoire du patrimoine, ce que nous appellerions le patrimoine, et cet article 12 est magnifique, puisqu'il institue le fait que le patrimoine n'a rien à voir avec les archives. Je le cite, le comité fera trier dans tous les dépôts de titres, soit domaniaux, soit judiciaires, soit d'administration, comme aussi dans les collections de cabinet de tous ceux dont les biens ont été ou seront confisqués, les chartes et manuscrits qui appartiennent à l'histoire, donc aux sciences et aux arts, ou qui peuvent servir à l'instruction, pour être réunis et déposés, à savoir, à Paris, à la Bibliothèque nationale, et dans les départements, à celle de chaque district. Donc, cette loi disqualifie la fonction, ce que nous appellerions une fonction patrimoniale des archives, elle la désinstitue à peine pour l'avoir créée, et cet article qui ne sera jamais véritablement aboli avant la loi de 1979, mais jamais vraiment non plus appliqué, puisque en parallèle de tout cela, les services d'archives vont en quelque sorte, de manière clandestine, illégale, devenir des centres d'archives historiques pour des raisons de masse essentiellement, et aussi grâce à l'historicité même de la pratique, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de la chute successive des régimes qui finalement fabriquent des documents historiques avant même qu'on se préoccupe de leur devenir. C'était vraiment très important parce que vous avez là toute la confusion en fait sur le caractère complètement suspendu de cette législation qui correspond très très bien au contexte des années 1790, mais qui très vite va rencontrer un mur qui est le développement de l'exécutif et le fait que le centre de gravité de l'État et des régimes va se déplacer, et évidemment c'est un truisme, vers le pouvoir exécutif. Donc au fond, cet héritage législatif révolutionnaire va rester une sorte de bréviaire de principe, notamment l'article 37, va devenir mythique, mais va être une sorte en quelque sorte, de doctrine sans jurisprudence. Et là, je renvoie d'ailleurs à un très bel article de Noé Wagner dans le volume sur la manière dont la loi de 1794 a tenté, sans y parvenir, de faire jurisprudence pendant tout le régime administratif des archives en France au XIXe, XXe siècle, de manière extrêmement parcimonieuse. Donc, on a bien une sorte d'archipel législatif totalement déconnecté de la réalité, mais qui va servir comme substance hallucinogène de principes qui vont peu à peu s'inventer au gré, notamment, des chutes de régime. Alors, j'ai déjà passé beaucoup de temps sur ce temps révolutionnaire, je voudrais simplement dire qu'il se clôt par, évidemment, un moment impérial, d'abord qui marque, comme je l'ai dit, l'échec de la réforme de la loi sur les archives. Je pensais à cette loi de 1800 qui n'a jamais été votée,
est suspendu évidemment dans un tribunal qui lui-même était déjà une caricature de processus législatif. Et vous voyez d'ailleurs l'article 1er, les archives nationales continueront d'être le dépôt de tous les actes relatifs à la Constitution, à la législation, aux propriétés territoriales de la République française. Donc il y a bien en fait l'aveu d'une sorte d'imprécision. Les archives nationales continuent à être un dépôt d'actes, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va y mettre. Et d'ailleurs, l'année même où cette loi n'est pas acceptée par le tribunal, je le disais, de son propre chef, le consulat, le premier consul, crée un dépôt d'archives tout à fait inaccessible au sein du Louvre, qu'il va appeler les archives impériales très vite dès 1803, même avant même que l'Empire soit proclamé, impérial au sens juridique de l'Empire, de la souveraineté, et qui va fonctionner comme un service central du gouvernement, très puissant, très bien conservé grâce aux chutes ultérieures, notamment, en fait, il va falloir attendre 1848 pour voir les archives centrales transférées aux archives nationales. Et là encore, on voit bien l'écart entre ce qui aurait pu être un régime légal et ce qui est le régime réel. Et donc, pendant ce temps-là, des archives nationales qui, par défaut, vont devenir un établissement patrimonial parce que finalement, elles vont devenir la mémoire écrite de la Révolution française, ce qu'elles sont toujours du reste, à cause de ce lien constitutif, organique, que j'ai essayé de décrire par la loi de 1790, qui fait que la loi sur les archives des révolutionnaires est d'abord une archive de la loi révolutionnaire, si on suivait mon raisonnement. Bref, donc, en un mot, que le 19e siècle se structure autour de l'organisation d'un établissement qui va s'appeler tour à tour archives du royaume, archives de l'Empire, en épousant évidemment les régimes successifs, mais qui d'abord très vite va être marginalisé au sein de l'État dans un ministère important, le ministère de l'Intérieur, mais qui va commander le régime que nous connaissons aujourd'hui, qui n'a pas changé et qui est en train d'être même définitivement légalisé par les projets de loi actuels, c'est-à-dire que un certain nombre de ministères ne font pas partie du régime des archives publiques. À commencer par, évidemment, les ministères régaliens de la Défense, des Affaires étrangères. Et en fait, ce régime, il est initial. Ce manquement, il est initial et il est validé, et je dirais même qu'il sert précisément à rendre tout l'ensemble de l'édifice à la fois complexe et illusoire. Donc, les archives nationales vont devenir, en fait, vont organiser une pratique presque coutumière, je dirais locale, administrative, sur un certain nombre de choses qui, pour nous, seront légalisées beaucoup plus tard, à commencer par l'accès et ses délais d'accès. C'est comme ça que se forge peu à peu, au cours du XIXe siècle, le principe du délai de 50 ans, qui est quasiment une sorte de, une sorte de coutume, de droit coutumier. C'est aussi comme cela que s'établit une pratique où, à défaut de loi sur le contenu des archives, et a fortiori sur le régime obligatoire d'alimentation, de versement aux archives, c'est le cadre de classement des archives nationales, puis ensuite des archives départementales, le premier ayant été créé dans les années 1810, le second dans les années 1840, qui va faire force de loi d'archives. C'est le cadre de classement créé par les premiers gardes des archives nationales. J'en donne un aperçu très rapide, qui est un cadre typologique, ni plus ni moins. Ici, c'est le premier cadre de Armand Gaston Camus autour de 1800 et qui reste, comme vous le voyez, une typologie documentaire, essentiellement d'ailleurs par type de loi et décret, type d'acte ou pétition. Ce cadre va bien entendu se réformer très vite grâce à la récupération d'archives d'Ancien Régime, récupération, comme je l'ai dit, qui s'est fait de manière finalement sans aucune, qui s'est fait de manière presque par défaut, et qui va, ce cadre de classement qui date de 1811, et qui va, lui, pour le coup, conçu comme un très beau bricolage par Pierre-Claude François Donoux, qui lui est un grand juriste, donc j'ai pas le temps de développer ces questions-là. Ce cadre de classement va servir en fait à la fois de garde de triage, c'est le cas de le dire, et en même temps de charte. En l'absence de loi sur la manière dont les archives doivent arriver aux archives et sur la manière dont les archives peuvent être accessibles aux archives, va servir de charte, tableau
de système, puisque c'est d'ailleurs le terme que Denou lui donne en 1813, tableau systématique des archives impériales, et qui va survivre dans son principe très largement jusqu'au cœur du XXe siècle. Et c'est pour ça que je voulais le montrer ici symboliquement, parce que pour les archives, les fausses archives centrales que sont les archives nationales, on peut considérer que ce cadre de classement qui a fonctionné par défaut comme un régime coutumier de la pratique, et en effet, en fonction de l'évolution périmètre de ce qu'on entendait par archives historiques ou administratives, eh bien, on a dilaté plus ou moins ce cadre, c'est bien célèbre, puisque ce qui était considéré comme une seule lettre en 1811, ministère, c'est-à-dire tous les ministères, ce qui prouve bien d'ailleurs en soi, ça illustre, je vous disais tout à l'heure, sur le fait que les archives nationales n'ont pas été faites pour recueillir les archives de l'exécutif, puisqu'on considérait qu'une seule lettre suffisait pour collecter les quelques documents égarés, les actes officiels et les arrêtés qui échapperaient au pouvoir législatif. Mais comme en fait ces arrêtés et cette documentation a pris toute la place et que le rapport de force est inversé, cette lettre F a été dilatée, c'est bien connu par tous les chercheurs et les historiens, en 90 numéros. Voilà, c'est le cadre de classement de 1811, excusez-moi, qui reste, voilà, donc vous voyez, on peut le commenter très très brièvement, en fait, qui est une addition de moments de structuration des archives. On peut dire que les 4 premières lettres, ce sont les archives selon le régime de 1790, les lettres P à Z sont les archives selon le régime de 1794, c'est-à-dire domanial et judiciaire, avec quelques belle prise sur la totalité des archives du Parlement de Paris, même si elles sont encore à ce moment-là dans le palais de justice. Et le reste, c'est oui, on peut dire aussi que la section topographique, c'est la pièce justificative de la division de la France en départements. Donc on reste dans le régime d'une typologie d'acte type 1790. Et tout le reste, c'est-à-dire l'administratif et l'historique, c'est ce qui va représenter l'avenir des archives, c'est-à-dire une fonction historique conquise face aux bibliothèques, en parallèle des bibliothèques, et avec, à l'aide, effectivement, dès les années 1830, de l'administration de ce qui va devenir l'instruction publique et le comité des travaux historiques, etc., et une section administrative qui va lutter contre on va dire, la balkanisation permanente des archives dans les administrations, et notamment dans les ministères. Et je disais que cette lettre F, qui avait été conçue comme une petite unité, va se dilater pendant 150 ans jusqu'à recueillir 90 sous-séries, même si elles n'ont pas toutes été remplies, c'est-à-dire autant de fonctions et de diversité ministérielle au gré aussi de l'évolution de l'État. Donc l'histoire du cadre de classement et de sa non-actualisation, de son actualisation imparfaite, dit aussi beaucoup de choses de l'évolution sur le moyen terme des structures de l'État central. Voilà. Sinon, pour finir, parce que je suis beaucoup trop long, là ça fait 25 minutes que je parle, eh bien, un aperçu très bref sur justement non pas sur tous les décrets qui vont organiser, comme je le disais, une sorte de droit coutumier des archives, le décret de 1887 sur le délai de 50 ans, le décret de 1897, qu'on peut regarder, qui va poser, là encore, le principe d'un versement progressif et régulier, mais sans doter, et vous voyez qu'il continue à citer la loi du 7 mai 6 là on est en 1897, et qui là encore va être c'est d'abord un simple décret, certes co-signé par le président, mais qui reste un décret ministériel de l'instruction publique, et qui en fait imagine, et c'est très important parce que c'est longtemps sous cette forme-là juridique qu'on va imaginer la réforme des archives, la nécessité, article 7, de concevoir un règlement d'administration publique. Donc je disais que les archives sont sous un régime réglementaire et non pas un archive législatif, au maximum, on imagine en effet un règlement d'administration publique qui détermine les conditions dans lesquelles les versements seront faits aux archives nationales. Vous voyez qu'on est en 1897, et encore à cette date-là, l'alimentation des archives se fait au gré
véritablement bon vouloir des administrations, et ce sera d'ailleurs, et ça reste d'ailleurs en grande partie le cas. Mais on peut dire que là, il existe une commission supérieure des archives, il commence à y avoir une structure qui ressemble à quelque chose, disons, à la fois territorialisé et avec une emprise sur l'État, puisque c'est aussi en cette année qu'on crée une direction des archives et que le principe d'un versement régulier est posé, mais une fois de plus, sans moyens et de manière tout à fait, je veux dire, abstraite. Pour finir, et c'est ça comme une sorte de passe à Marie et Nicolas et Marie, il faudrait évidemment dire que ce désir de règlement d'administration publique va aboutir au décret de 1936, qui historiquement va avoir en quelque sorte le malheur d'intervenir et de commencer à être appliqué au moment où une nouvelle chute de régime, enfin, qui aurait pu être salutaire pour la récupération des archives républicaines qui jusque-là restaient dans les ministères, effectivement la défaite de 40, c'est la non-application du décret de 36 et surtout le retour à un régime discrétionnaire, puisque évidemment les instances de l'État français vont se tenir à distance de la législation à peine mise en place. Mais juste un dernier aperçu sur cette loi que j'évoquais en commençant, qui est donc une loi défunte, qui a été commentée notamment dans un article de Vincent Duclerc dans une revue elle-même défunte malheureusement qui s'appelait Histoire et Archives, que je vous recommande. On poursuit. Nicolas, en 10 minutes. Je vais être bref pour qu'on puisse laisser le temps à la discussion, notamment ensuite. Donc effectivement, dans cet ouvrage je prolongeais ce que vient de dire Yann. Dans cet ouvrage sur la genèse de la loi Archive, on a accordé une importance à l'histoire longue de ce texte. Yann Potin vient d'en parler. Mais on a également investi le contexte plus immédiat dans son élaboration pour essayer de saisir les ressorts de l'adoption de cette loi du 3 janvier 1979. De ce point de vue, la revendication des archivistes en faveur d'une loi, elle est à mettre en lien avec cette lacune quelque part législative que Yann a pu évoquer, que dans les archives de la loi cette fois-ci, on voit des archivistes qui critiquent des règles vétustes qui datent pour certaines de la période révolutionnaire et qu'il conviendrait de moderniser. C'est ce qu'on retrouve dans le volume sur la genèse de la loi 79. Par exemple, dans l'interview que Michel Duchin a donné pour l'ouvrage, Michel Duchin, un des principaux rédacteurs du texte, explique ainsi que du fait du caractère inadapté et flou des textes, eh bien, ceux-ci sont appliqués de manière très différente d'un service d'archives à l'autre. Il explique par exemple que du point de vue des versements d'archives, ceux-ci ne sont pas correctement réglementés et que les administrations, bien souvent, versent et détruisent un petit peu selon leur bon vouloir. Et puis, de la même manière, en ce qui concerne les règles de communication des archives, Michel Duchin explique que dans les années 1970, eh bien, la règle essentielle, mythique, pour reprendre un terme que Yann a employé tout à l'heure, c'est la loi du 7 Messidor en deux, sauf que cette loi ne prévoit que l'accès libre aux archives publiques, ce qui n'est pas possible à mettre en œuvre, et en conséquence, chaque dépôt d'archives eh bien, a ses propres règles de communication des documents. Et donc, c'est ce type de revendication législative qu'on retrouve chez les archivistes et qu'on retrouve en particulier dans les archives de la Direction des Archives de France que l'on a exploité pour l'élaboration de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on retrouve systématiquement, pour résumer, des considérations qui sont internes au droit des archives pour justifier l'élaboration de la loi. Le droit applicable dans les années 70, c'est à la fois le produit de textes qui sont anciens et qu'il faudrait moderniser, et puis de textes qui sont épars et qu'il faudrait rassembler. D'où cette idée de créer une loi qui viendrait refonder le droit
des archives. C'est encore une fois quelque chose qu'on le retrouve de manière récurrente dans les archives de la direction des archives de France quand on commence à élaborer cette loi sur les archives au début des années 1970. Mais si on prend un petit peu de recul par rapport à ces motivations, l'adoption de cette loi en janvier 1979, elle peut également, en réalité, difficilement être décorrélée du contexte général de réforme de l'État qui est alors en cours et que Philippe Bossès notamment a pu retranscrire dans son ouvrage Réformer l'État. Dans les années 1970, on dénonce notamment le fait que l'administration est trop opaque, que ces décisions sont arbitraires, secrètes, et en réponse à ces critiques, on cherche dans cette décennie à multiplier les contre-pouvoirs à l'administration. En particulier ce qu'étudie Jacques Chevalier dans sa contribution dans l'ouvrage, puisque il montre que dans ce contexte des années 1970, la loi sur les archives de 1979, elle intervient dans un train de loi qui vient repenser le rapport entre l'administration et les administrés. C'est le cas de la loi du 6 janvier 1979 relative à l'informatique et aux libertés. C'est le cas de la loi du 17 juillet 8 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs. C'est encore le cas après l'adoption de la loi d'archives avec la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Donc la loi de 1979, elle est souvent replacée dans cet ensemble de lois qui permet d'améliorer la connaissance des administrés sur leur administration et de renforcer leur droit aussi de contestation sur les décisions administratives. Et on est souvent tenté de voir cette loi sur les archives donc comme une autre manifestation de ce principe général qui vise notamment à assurer la transparence de l'administration dans les années 1970. Alors, en réalité, on pourra peut-être revenir là-dessus plus dans le cadre de la discussion. Il semble que c'est essentiellement au stade de l'examen parlementaire de la loi qu'on perçoit vraiment un nouveau prisme de lecture qui est celui d'une exigence de protéger le droit à l'information des citoyens et qui va venir irradier les différentes dispositions du projet de loi. Il me semble que si on essaye de replacer l'adoption de la loi de 79 dans la question plus générale de la réforme de l'État, il y a donc cette question de la loi de 79 comme une traduction du mouvement de transparence administrative et donc comme une traduction de la décennie 1970, mais il me semble que la loi sur les archives, et c'est également ce qui est évoqué dans l'ouvrage, elle traduit également un mouvement de réforme de l'État, un courant antérieur à celui des années 1970 et qui se développe dans les années 1960. Dans les années 1960, on observe un mouvement également de réforme de l'État, mais qui est celui, à cette époque, de la rationalisation de l'État et du fonctionnement administratif. C'est un moment, les années 1960, un moment de mise en cause du modèle administratif traditionnel qui va appeler le développement d'études scientifiques sur la réforme administrative. C'est par exemple le cas de la sociologie de l'administration qui est développée par Michel Crozier. On voit ainsi que les années 1960, il s'y développe une communauté mixte de chercheurs et puis d'administrateurs qui vont travailler sur la réforme de l'État. Or, une telle entreprise nécessite des sources pour pouvoir être menée à bien, et c'est pour cela que les représentants de la science administrative, de la sociologie de l'administration, mais aussi de l'histoire de l'administration, vont se retrouver à soutenir la demande des archivistes visant à faire une loi sur les archives qui permettrait d'améliorer les sources
dont on peut disposer pour penser la réforme de l'État. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans l'élaboration du 6e plan, du commissariat général du plan en 1970. C'est également ce que l'on retrouve dans un certain nombre de colloques à l'époque, au début des années 1970 également, où se rejoignent administrateurs et chercheurs sur l'administration pour réclamer une loi sur les archives. En conclusion, on observe donc la volonté de rationaliser le droit des archives. Il ne perd pas en vase clos, il n'opère pas pour le seul bénéfice du fonctionnement des services d'archives, mais il s'inscrit plus généralement dans un mouvement notamment de rationalisation de l'État. Et de ce point de vue, on peut estimer que la loi de 1979, elle est notamment l'héritière du mouvement de transparence administrative des années 60, mais également antérieurement du mouvement de rationalisation qui se déploie dans les années 1900. Je ne voudrais pas être trop long, donc je vais redonner la parole à Marie. On pourra revenir sur ces aspects peut-être au cours de la discussion. D'accord. Bon, il y avait un troisième volet, mais qui va aller très très vite on pourra en rediscuter ensemble, qui était sur la question de l'apport du texte. Qu'est-ce que change cette loi quand elle advient en 1979? Nicolas a déjà dit, c'est un chantier d'harmonisation, de rationalisation du droit des archives. Tout le monde s'accorde à ce moment-là. Les acteurs disent eux-mêmes que c'est pas une grande loi, c'est simplement une loi de mise en œuvre. Certaines pratiques sont illégales, etc. Alors on lui concède quand même comme grande nouveauté la définition des archives, qui est à la fois une assez belle définition, qui circonscrit les archives au cœur de la relation producteur, activité et document, c'est-à-dire qu'on voit apparaître la notion d'archive d'une façon plus formalisée, comme un processus, comme inscrit dans un processus de production. C'est vraiment la triangulaire producteur d'archives à l'occasion d'une activité laquelle génère un certain nombre de documents, etc. Donc ça, c'est une définition intéressante, mais on voit aussitôt que c'est une définition impossible et on aura de cesse d'y renoncer progressivement dans les pratiques comme dans le droit. Alors, parmi les innovations, donc il y a, dit-on, cette définition des archives. Il y a aussi le volet des archives privées. On passe beaucoup de temps à cette dimension des archives privées, alors que les enjeux les plus importants sont pas là. C'est assez étonnant dans les travaux parlementaires. Et en particulier, on n'a quasiment aucune discussion. Ça, c'est un élément que creuse Noé Wagner dans un article sur l'ouvrage Genèse. On passe absolument à aucun moment du temps à se poser la question de savoir qu'est-ce que les archives publiques et à quel titre on leur applique un régime particulier, une sorte de régime d'indisponibilité. On s'attache à définir un régime, mais finalement, on ne se pose pas la question du régime véritablement, de la pertinence de ce régime de juridicité. Est-ce qu'elle relève, dit Noé, d'un régime de patrimonialité, où là on renverrait à une forme de propriété, à l'état propriétaire, ou est-ce qu'elles ne sont pas plutôt de l'ordre de la souveraineté, peut-être une propriété qui serait de l'ordre de la souveraineté. Noé dit, on aurait pu se poser la question de savoir si les archives publiques ne participent pas de l'inappropriable du pouvoir, l'idée d'une propriété peut-être, mais qui appartiendrait à tous, une propriété indivisible, inaliénable, etc. Ce champ de réflexion est totalement déserté dans le dispositif de la loi. Il continue à l'être, si bien que dans l'étude de la loi, on aperçoit un certain rapport à la propriété, et ce rapport à la propriété va déterminer un certain nombre de choses, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'est-à-dire se développe peut-être dans l'esprit des producteurs l'idée qu'ils sont propriétaires de leurs documents, ce qui peut être mis à la discussion. La deuxième, alors est-ce que ce constat
d'une loi qui ne serait pas une grande loi, d'une loi dans laquelle on aurait manqué des choses dans le débat, n'est pas un peu sévère. Il y a des choses qui se révèlent être de grande importance. D'abord, l'inscription dans la loi, ça c'est une première chose, de tout cet écosystème des délais de communication. C'est un geste assez fort puisque on retire des mains du producteur le pouvoir de décider des délais de communication. Donc, on déplace le pouvoir de communication, on le remet entre les mains du Parlement. C'est la loi qui décide. C'est la loi qui décide. Ça n'est pas un espace de négociation. Donc, je pense que ça fait écho aussi aux discussions qu'on a aujourd'hui sur la possible évolution du droit des archives. En posant cette définition des archives aussi, on peut dire que quelque part, on déplace le pouvoir archivestique vers le service, vers la constitution et le renforcement d'un service public des archives. Le pouvoir de communication, les décisions de communication ne sont plus entre les mains des producteurs, mais sont entre les mains d'un service centralisé. Donc là, il y a quand même un effet intéressant. Troisième élément, bien sûr, on formalise un droit d'accès, comme l'avait formalisé la loi Messidor. Là, on pose un droit d'accès dans le Code du patrimoine. C'est le seul dispositif dans lequel on institue un droit subjectif à défendre en justice. Et c'est un droit dont on a vu qu'il était monté en puissance récemment avec une reconnaissance de valeur constitutionnelle. Et puis, dernier rapport, alors je souscris tout à fait à ce que disait Yann, que les archives sont en partie du patrimoine, mais pas seulement du patrimoine, c'est une sorte d'objet frontière, et c'est aussi ça se dédie aussi des difficultés qu'on a de le saisir, y compris par les outils du droit. Mais je crois que dans la loi, il y a une façon de reprendre cette idée que les archives sont des archives dès leur création, et de les inscrire dans une trajectoire, dans l'idée d'une trajectoire où la dimension patrimoniale, c'est une dimension d'anticipation. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas du tout comme pour tous les autres biens du Code du patrimoine où la valeur est reconnue, mais on postule une valeur future et on les protège dès leur production. Voilà, donc quelques éléments. J'ai pas eu le temps de parler des frottements avec la pratique, mais on va y revenir avec l'actualité parce que le droit des archives est sans arrêt bousculé par la persistance de pratiques qui viennent le déstabiliser, parfois avec des phénomènes d'érosion. On peut penser à la technique des protocoles de versement des hommes politiques, on peut penser récemment aux inventions, aux procédures inventées de déclassification de la défense. On peut penser à certaines pratiques archivistiques qui pénètrent dans la loi et qui, quelque part, parfois la font évoluer, mais parfois la déstabilisent. Voilà, donc je m'en tiens là pour laisser quand même du temps à Anne de réagir et du temps à la discussion. Merci Marie, merci à toutes trois. Désolé, il y a eu un petit problème technique à un moment qui a affecté le propos de Yann et puis l'intervention. Je suppose qu'effectivement, on passe la parole à Anne et je redis à notre public que son intervention est attendue. Donc vous pouvez communiquer avec moi dans le chat, poser des questions, mais aussi nous solliciter pour intervenir en fin de séance, éventuellement pour que l'on fasse, que l'on passe du côté des producteurs d'archives aux consommateurs entre guillemets d'archives, au public, aux usagers des archives. Anne, je te laisse la parole. Merci beaucoup Florent et merci de ce qui a été dit. Alors moi je vais plutôt fonctionner sur le modèle de questions parce que je pense que là il faut qu'il y ait un peu plus d'interaction que les choses très intéressantes qui nous ont été apprises, et je vais le faire de façon un peu provocante parce que quand on revient sur la loi du 7 Messidor, dont Yann montre bien qu'elle est en quelque sorte une loi mythique et une espèce de point de passage obligé. Si vous voulez, quand vous parlez des archives, ne pas parler de la loi du 7 Messidor en deux, ça prouverait juste que vous savez pas exactement de quoi vous parlez.
il me semble que même dans le cadre de la façon, alors il y a des choses extrêmement intéressantes sur l'application ou la non-application de cette loi de 7 Messidor II dans le livre dirigé par Marie Cornu, Yann et dont on est en train de parler, notamment donc un article de Noé Wagner qui n'est pas là, en montrant que si on veut comprendre ce qu'est une loi, faut s'intéresser à sa jurisprudence. Enfin, on n'est pas face à la loi, on n'est pas dans un rapport au sacré et où on ne s'intéresse qu'aux articles ou aux textes de la loi. Voilà, ça c'est juste pas possible. Et donc, il est important de s'intéresser à sa jurisprudence, mais moi, ce qui me frappe dans ce que j'ai entendu, c'est à quel point la loi de Messidor II est devenue une sorte de mantra d'accès démocratique aux archives. Donc avec une sorte de contrainte qui n'a d'ailleurs jamais été appliquée par les pouvoirs publics et qui est que on doit organiser l'accès aux archives, la puissance publique doit organiser l'accès aux archives de tous les citoyens et on doit le faire gratuitement ou quasiment avec donc une somme modique à des heures régulières et donc il y a tout de suite, quand on parle d'archives, l'instauration d'une sorte de pouvoir citoyen qui serait un pouvoir de contrôle de ce que fait la puissance publique. D'où le fait que, si vous voulez, vous avez une sorte d'intrication. La loi sous la Révolution, c'est bien plus que la loi. C'est à la fois une norme dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en son article 15, qui considère que la puissance publique doit des comptes, elle doit rendre compte, mais elle ne doit pas rendre des comptes, elle doit rendre compte de son activité. Donc peut-être que les archives vont avoir une sorte de chaînon entre cette exigence de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc constitutive de la citoyenneté, en disant au gouvernant, voilà, vous faites des choses, mais il va y avoir des archives, et on le voit bien, on voit à quel point les archives sont au cœur de notre contemporanéité, avec la commission Duclerc sur le Rwanda, parce que là, vous avez quelque chose qui me paraît très important, c'est-à-dire, et qui est très inhabituel dans le cadre français, une ouverture d'archives très contemporaine qui ne respecte pas les délais fixés par la loi, ouverture qui se fait de façon parfaitement discrétionnaire, j'en suis ravi d'un point de vue citoyen, je me dis c'est quand même très étonnant, et où on donne la possibilité en quelque sorte à une commission choisie dont les membres sont choisis par le président de la République d'avoir accès et de produire une histoire, alors une histoire publique. Il n'est pas une histoire officielle, parce qu'il y a eu une indépendance évidente de la commission, une histoire publique qui, certes, peut faire l'objet de critiques, mais qui est fondamentalement centrée sur des archives, et sans cette pratique de l'intervention des plus hautes autorités de l'État, eh bien, on n'aurait pas eu accès à ces archives si on avait simplement respecté la loi d'archives. Donc, il y a toujours il y a quelque chose qui est très curieux dans le statut de l'archive en France, c'est que c'est toujours quelque chose de très brûlant politiquement. On a l'impression que c'est très encadré par le droit, mais que des poussées d'archives, il y a un peu des poussées d'archives comme des poussées de fièvre, et notamment ce qui s'est passé dans le cadre de ce rapport, quand on laisse, parce qu'il y a des historiens qui ont critiqué, qui ont dit c'est pas possible, il y a des choses qui n'ont pas été vues. Oui, on voit jamais tout en termes d'archives, mais là, il y a quand même un usage de l'archive publique, et j'aimerais bien entendre Marie Cornu, là-dessus, qui est quand même, ou Nicolas, qui est quand même très étrange. Voilà. Alors, j'ai deux questions fondamentalement. La première, celle adressée à Yann sur la loi de Messidor, qui insiste sur l'accès aux archives et le droit citoyen d'accès aux archives, mais dont il a gommé complètement un autre aspect qu'il connaît bien, c'est le triage et la destruction d'archives que s'autorise explicitement l'État. Et quand on regarde les écrits du marquis de Laborde, en particulier sous l'Empire, je peux vous assurer que la loi du 7 Messidor, pour lui, c'est pas du tout l'accès aux archives publiques, c'est essentiellement le triage. Et je cite le marquis de Laborde, ce qui frappe dans cette loi sur les archives est la seule chose qui mérite discussion, et qui mérite la discussion, donc, et là on est en 1866, parce que les conséquences en ont été meurtrières, c'est le triage des titres.
Les archives, par leur mode de formation, leur composition, leur nature, peuvent-elles supporter un triage? Les actes et titres mis de côté par ce triage peuvent-ils composer des sections, et particulièrement une section historique? Ce sont deux points intéressants qui touchent à la constitution des archives de l'Empire en général et à la collection des actes analysés dans l'inventaire des monuments historiques en particulier. Bon, donc Laborde, qui est extrêmement contre le travail qui a été fait par Camus, n'empêche que lui a une lecture très particulière de la loi du 7 Messidor en 2, en disant cette loi a permis un triage parfaitement abusif et une destruction massive d'archives dans le cadre de ce que l'abbé Grégoire appellera le vandalisme révolutionnaire. Donc j'aimerais bien avoir l'interprétation de Yann, et moi j'insiste sur le fait que une loi fait toujours l'objet d'une lecture de circonstances, qu'au jour d'aujourd'hui c'est la dimension libérale de la loi de Messidor en 2 sur laquelle on insiste beaucoup, alors que au 19e, c'était considéré comme la loi qui avait permis la destruction des archives au moment de l'Ancien Régime. Et ma deuxième question, elle est sur l'accès, toujours pareil, donc il n'y a pas d'accès en bloc aux archives, la loi de 79 va introduire des délais, sont un enjeu absolument essentiel aujourd'hui, qui seront repris par la loi de 2008, qui viennent d'être à nouveau rendu encore plus complexe par ce qui est en train de se passer avec l'IGI 1300. Mais moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est quoi cette pratique dérogatoire, et est-ce que dans une optique comparatiste, on peut ou pas trouver des moyens de comparaison qui fait que plus on a l'impression que plus on légifère sur les archives en France, plus on établit des délais, plus on vous dit que ça va pas être possible parce qu'il va y avoir des conditions de secret défense qui vont être rajoutées, plus en même temps, très concrètement, on a une ouverture massive d'archives concernant, y compris concernant des documents de défense, qui ont permis la rédaction du rapport du clerc. Donc c'est un peu compliqué pour des citoyens, même pour des universitaires, d'avoir ces logiques différentes, et on se demande effectivement à quoi fondamentalement sert une loi d'archives. Voilà. Merci Anne. Juste un élément pour faire la transition, parce que on va me piquer l'idée, ou alors elle est pas bonne, donc on me l'appliquera pas, mais juste par rapport à ce que tu viens de dire Anne, en plus sur la question du rapport du clerc, du travail du clerc, il y a toute la question des archives qui sont hors du champ. C'est-à-dire que les critiques qui sont faites par les historiens, mais c'est normal qu'il y ait débat, hein, c'est normal qu'il y ait critique, ou ça porte surtout sur ce que la commission du clerc ne pouvait pas voir, puisque les archives ne sont justement pas déposées là où elles pourraient l'être. Alors peut-être Marie ou Yann ou Nicolas, je ne sais pas, face à ces deux fortes interrogations. Il y avait une interrogation autour de la loi de Messidor, hein, sur la lecture qui en est faite. Alors peut-être que je redonne la parole à Yann d'abord sur cette dimension-là, avant qu'on arrive sur la question des délais avec peut-être Nicolas et Marie. Oui, alors je vais répondre à la question de Anne qui est fondamentale, et j'ai évoqué très brièvement par l'article 12, et je crois que là il y a chose qui n'arrive pas à prendre quand on met sous les yeux cet article et qui institue le triage. Je vais revenir là-dessus, mais auparavant, juste pour répondre à ce que vient de dire Florent sur les archives inaccessibles à la commission du clerc, le paradoxe assez génial, c'est que autant la commission a eu accès de manière assez libérale à des archives qui ne sont pas encore archivées, d'ailleurs c'est bien tout le principe de l'incorporation des archives, je voulais terminer là-dessus tout à l'heure, parce que c'est justement un vocabulaire qui a disparu, qui n'a jamais été dans les textes de loi, c'est-à-dire à partir de quel moment les archives deviennent des archives. Et la loi de 1904, cette fameuse loi qui n'a pas vu le jour, justement commençait par un premier titre qui s'appelait Constitution des archives, et qui posait la question de l'incorporation des archives en disant les archives peuvent être considérées comme archives nationales ou publiques, pas forcément quand elles sont transférées dans le dépôt central. Donc c'était la première fois cette idée qu'il y avait une sorte de domanialité en quelque sorte substantielle hors la localisation des archives. Mais dans le cadre des archives qui n'ont pas été accessibles, c'est précisément les archives liées aux commissions parlementaires. Ce qui est quand même très très drôle, parce que c'est comme un pied de nez à toute l'histoire qu'on vient de retracer, puisque les archives du Parlement initialement sont celles qui devraient être les plus, si j'ose dire, les plus transparentes, et de fait, en République, c'est triste à dire, ce sont les archives
quasiment les moins accessibles aux citoyens. Et l'article 37 de la loi du 7 mai Sidor évoque la question, à ce moment-là, le périmètre des archives, c'est les périmètres des archives de la souveraineté nationale. Donc, sous-entendu de ce que nous, on appellerait le principe du Parlement. C'est encore plus valable pour le Sénat, si j'ose dire. Il y a des archives particulières. Donc, l'exemple de la commission nucléaire est d'autant plus intéressant qu'il fait rejouer par hasard un renversement complet. C'est-à-dire, en gros, le principe de légiférer sur les archives vient du domaine législatif, et sur ces archives, met 150 ans à conquérir une partie d'un régime légal des archives de l'exécutif, avec quand même, Marie, tu dis, la loi de 79 déplace vers la loi les délais de communicabilité et la décision d'accès, sauf que ça reste quand même le producteur qui donne ou non l'autorisation. Donc c'est un déplacement de principe, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Pas quand la durée du délai est achevée. Il y a un phénomène d'automaticité. Oui, tout à fait. C'est ça. À l'expiration du délai, en effet, c'est l'établissement. Voilà. C'est sûr. Mais l'établissement ne rêve que d'expiration de délai pour que les archives se consultent toutes seules. Ce qui est une des grandes servitudes des services d'archives, dont les archives nationales, c'est le dialogue avec les administrations d'origine pour les autorisations. C'est tous les instructions de dérogation qui prennent un temps infini et qui génèrent autant de rapports de force et de malentendus. Mais maintenant, est-ce que moi je voudrais qu'on reste sur une question justement politique et ancrée dans le réel. Par exemple, revenons sur le rapport nucléaire, parce que quand même, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça sera lu dans l'histoire, mais là, vous avez une entreprise de révisionnisme au sens noble du terme, qui est quelque chose d'absolument inouï. Je rappelle. Et donc, je sais pas, dans un sondage du journal du dimanche, il y avait marqué que 20% des Français considéraient que le rétablissement des relations avec le Rwanda, des relations diplomatiques, était quelque chose de très important. Vous voyez bien comment on part d'une analyse historique, et Antoine Anfray, qui a été nommé ambassadeur de France au Rwanda, ne l'aurait jamais été s'il n'y avait pas eu le rapport nucléaire et cette espèce d'onde de choc. Donc là, on voit une efficace des archives comme on a quand même très rarement vu, et qui devrait plutôt nous réjouir. Or, comme tu le dis, Yann, il y a quand même, on focalise beaucoup, et à juste titre, sur l'IGI 1300 et ce qui se passe avec la défense nationale, sauf que là, quelles sont les personnes qui ont bloqué dans l'accès aux documents? C'est pas tant les militaires que les gens, les réformes, la mission qu'ils laissent, c'est-à-dire le Parlement, et le fait que la mission qu'il laisse, qui était une mission tout à fait politique, qui a été une mission, non pas une commission, mais une mission d'enquête qui n'avait pas de pouvoir judiciaire et qui était la première investigation sur le Rwanda, ne voulait pas, s'est beaucoup servi dans les archives publiques et n'a pas voulu, ce qui était doublement dérogatoire de mon point de vue, parce que il y avait tous les documents qui avaient été pris par la mission qu'il laisse qui n'ont pas été réintégrés dans les fonds d'archives, et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, s'est opposé à la volonté du président de la République, parce que la commission nucléaire a été quand même constituée par décret du président. Et donc, je me demande comment on en arrive à ça quand on nous explique, comme vous le faites très brillamment, qu'on est dans un monde en quelque sorte quadrillé par la loi, où on voit des pratiques dérogatoires, que ce soit par rapport aux dispositions de la loi positive ou même à la hiérarchie des normes sous la République, être complètement contrebattu quand il s'agit d'archives publiques, d'accès aux archives publiques. Oui. Alors, mais Anne, je te remercie, pardon, et je vais répondre très brièvement au triage dans un instant, de redire de manière beaucoup plus convaincante ce que j'essayais de dire sur le fait que ce n'était pas un hasard que l'angle mort des archives inaccessibles à la commission nucléaire soit des archives provenant du Parlement. Parce que là, il y avait une sorte de pied de nez ou de renverse, de triple alto arrière, qui fait que aujourd'hui, les archives du pouvoir législatif sont quasiment celles sur lesquelles il y a le moins de règles, et a fortiori de versements, y compris quand on découvre que des archives de commissions dites secrètes de 1870 sont toujours conservées dans des caves de l'Assemblée nationale et que personne ne les a jamais vues. C'est quand même assez drôle. Donc le secret, il est partout et il peut se loger
pas forcément là où on croit, mais je voudrais quand même te dire ou te rappeler, ma chère, que l'ordonnance constitutive de 1958 est à l'origine même de ce principe dérogatoire. Et c'est évoqué dans la loi de 79. C'est précisément les administrations du Parlement étant hors de l'administration de l'État, leur régime d'archives est placé dès la loi de 79 à distance, pour ne pas dire en dehors, et l'Assemblée nationale verse aux archives nationales selon son bon vouloir, vraiment. Elle le fait par coutume, qui fait que de temps en temps il y a des choses qui arrivent, mais le Sénat, par exemple, qui par coutume depuis 1852 n'a jamais rien versé aux archives nationales, sauf le double des procès-verbaux, jamais rien versé. Il n'y a pas un centimètre d'archives du Sénat, du fonctionnement du Sénat de la République française aux archives nationales. Donc, c'est bien joli de parler de l'accès, mais il faut d'abord poser la question du contenu, quoi. C'est-à-dire que voilà, vous voulez consulter les archives du Sénat aux archives nationales après 1852, vous n'avez que le double des procès-verbaux. Il n'y a pas une seule commission, il n'y a rien. Voilà, je trouve ça quand même assez fort. Alors maintenant, le triage et le marquis de Laborde, c'est très intéressant. Je peux juste m'accrocher à ce que tu disais. C'est là où on voit la force de résistance des usages par rapport à des supposées avancées de la loi. Là où les archives parlementaires, c'était la première typologie qui intégrait les archives publiques, en 1790 notamment, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, c'est des archives qui ne sont dans la pratique pas ou peu versées. Et puis, c'est un usage qui a eu raison de la loi en 2008, puisqu'en 2008, on retire les archives parlementaires du périmètre des archives publiques. Les premières archives publiques, finalement, ne sont plus des archives publiques, ou en tout cas ne sont plus tout le régime institué et accroché à la qualification d'archives publiques. Alors, attends, Marie, pourquoi, qui obtient ça et quel est l'intérêt d'une certaine façon, puisque c'est censé faire partie de l'affirmation de la souveraineté du Parlement. Comme on ne peut pas expérimenter, on ne peut pas contrôler le budget des assemblées parce que il n'y a pas de contrôle de la Cour des comptes. On est d'accord sur le budget des assemblées. Alors pourquoi on en arrive à ça et selon quel principe philosophique du droit? C'est ça que je comprends. C'est pas un principe philosophique, c'est l'ordonnance de 1958. C'est dans la loi du 15 juillet 2008, c'est explicitement mentionné par application de l'ordonnance de 1958, constitutive de ce régime qu'on appelle la Ve République, et qui est comme notre régime légal. La loi du 15 juillet 2008 constate que le principe de l'indépendance, enfin c'est pas le mot, mais du Parlement, suppose d'exclure du champ de la loi de 79 les archives des parlements. Voilà. On va envoyer à la loi organique et on va consommer ça. C'est de l'argutie juridique. C'est une façon de se retirer du jeu et de gérer. En s'appuyant quand même sur la Constitution, ce qui est une forme d'argutie juridique avec un certain argument. C'est aussi une des grandes contradictions de la Constitution de 58. Il y a un moment donné aussi, il faut le dire. Mais jusqu'en 2008, les archives des assemblées sont des archives publiques, sans aucun doute, sans aucune discussion. Donc il y a eu aussi qu'elles perdent le caractère d'archives publiques en 2008. Et elles deviennent quoi? Elles peuvent être assignées à des archives privées? Non, mais elles ressortissent d'un texte et d'une économie juridique, d'une mise en forme juridique tout à fait distincte. C'est-à-dire on les sort tout à fait de la définition posée au Code du patrimoine. Alors, imaginons que le président Macron... Pardon, ça ne veut pas dire qu'on les privatise, mais on met entre les mains des assemblées tout le pouvoir de décision quant à la gestion, la communication, etc. Mais c'est la même chose pour la fonction publique des parlements. On sait très bien que voilà, c'est pas le même régime c'est pas le même régime. Il y a deux fonctions publiques. La fonction publique bah oui, c'est quand même fondamental. C'est quand même pas rien. Ça n'a rien à voir. L'État n'a aucun. Et moi, je voudrais qu'on revienne sur un peu, justement, pour donner chair à ce que sont des débats théoriques, qu'on revienne sur des enjeux contemporains. Donc, il y a cet angle mort des archives parlementaires au sens large. Et quand même qu'on réussisse à refuser au président de la République ce qu'il demande quand on est président de l'Assemblée,
et que ces archives de la mission qu'il laisse, qui n'aient pas pu être vues par le rapport Duclerc, ça pose quand même, pour moi, un vrai problème politique. Et le président de l'Assemblée nationale n'a même pas eu besoin de se justifier. Or, on voit très bien ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a tellement, c'est-à-dire c'est la Franc-Afrique, là pour le coup, à son acmé. Et d'ailleurs, M. Quiles a signé une pétition dénonçant la moindre participation de la France dans le cadre du génocide des Tutsis, ce qui est quand même tout à fait stupéfiant. Et on voit quand même à une époque, là, je pense que c'est ça qui fait en particulier pour moi l'intérêt du cas rwandais, qui représentera dans l'histoire de France au XXIe siècle l'équivalent de ce qu'a été le régime de Vichy. Faut bien comprendre, là qu'on est dans quelque chose qui est en train de monter et qui touche à la fois à une dimension extérieure et à un problème très réel de politique intérieure et de gestion de ce domaine réservé dans le cadre de la République. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, ne pourra, avec l'évolution actuelle de la discipline historique, que de prendre la place qui est la sienne, c'est-à-dire poser des questions aussi fondamentales à l'histoire de la France contemporaine que ce qu'a fait le régime de Vichy. Mais là, je trouve qu'on est avec un nœud qui est vraiment aussi intéressant, c'est que aussi critiquable soit le rapport Duclerc dans la complexité de son accès aux sources, il n'en demeure pas moins qu'on a affaire à un exercice d'histoire publique qui devrait pouvoir faire tâche d'une certaine façon, et là j'en viens, et notamment dans les débats actuels sur l'IG 1300, pour montrer que c'est pas parce qu'on a accès à des documents qui sont des documents classés secret défense que au contraire, que ces documents classés secret défense sont absolument indispensables à l'écriture de l'histoire politique de la France. Et donc, ça devrait être un socle pour dire, voilà, on n'a pas créé des attentats supplémentaires, on n'a pas tout dévoilé, parce que il est très clair qu'il y a des opérations militaires auxquelles, là, pour le coup, s'applique un vrai secret défense, dans le cadre du Rwanda toujours, mais il n'en demeure pas moins que les rapports entre l'armée et la nation étant ce qu'ils sont en France, on ne peut pas faire de l'histoire nationale au sens large sans avoir accès à des archives militaires qui ne peuvent pas être réservées aux militaires et à des problèmes de classification et de secret défense. Pourquoi on voit bien, on n'arrive pas on voit bien à travers ce que tu dis, Anne, aussi, et également ce que nous disent Yann et Marie, et sans doute Nicolas, à qui on pourrait donner la parole également, mais on voit bien que voilà, il y a tout un enjeu autour de la souveraineté du pouvoir, de l'organisation du pouvoir. On voit bien dans le contenu même de ce que nous dit le rapport Duclerc, mais on en avait déjà une petite idée quand même avant le rapport Duclerc, combien la question de la gestion, enfin de la politique française au Rwanda a été marquée par une forme d'exceptionnalité dans le traitement politico-militaire de ces enjeux, et qu'au fond, finalement, peut-être que le traitement des archives et la mise à l'écart de certaines archives, ou en tout cas des formes de régime dits dérogatoires de ces archives, ne sont pas sans lien aussi à des formes d'organisation du pouvoir qui, pour le coup, sont aussi dérogatoires. Juste un point, quand on voit comment le pilotage de cette question a échappé à l'état-major des armées pour se retrouver piloté depuis l'Élysée, on voit bien que là, il y a une sorte de continuum de la production de documents à la production de décisions, ou plutôt l'inverse. Alors, je ne sais pas qui voudrait. Peut-être Nicolas, vous pourriez peut-être intervenir sur ces enjeux-là. Alors, c'est pas les enjeux que je maîtrise le mieux. Moi, je pensais plutôt, mais je veux pas. J'interviendrai peut-être sur autre chose tout à l'heure, mais je veux pas me revenir sur quelque chose qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Peut-être que Marie ou Yann ont peut-être plus de choses à dire. Moi, je voudrais juste revenir sur les deux contextes dans lesquels on discute de l'accès aux archives aujourd'hui, qui sont la production du rapport Duclerc d'un côté et l'IGI 1300, qui sont deux plans de discussion différents, même si on peut les mettre en regard. Mais Duclerc, c'est sur des archives
qui ne sont pas communicables pour le moment parce que l'histoire est trop récente. C'est-à-dire que ce sont des archives que la loi déclare soumises au secret. Donc on est dans l'économie de la dérogation là, ce qui signifie que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette décision d'ouverture se réalise dans des conditions effectivement de respect de la procédure de dérogation? Est-ce que le fait notamment non pas de laisser consulter, mais de ne pas laisser consulter d'autres, de ne pas ouvrir à d'autres qui auraient les mêmes compétences, les mêmes qualités, etc. Est-ce que ça peut pas être mis en question? Mais quoi qu'il en soit, on est toujours dans le cadrage là, on n'est pas borderline. En revanche, on est même, enfin, voilà. Alors, à moins qu'on vienne contester effectivement cette façon d'appliquer le texte, et c'est un des modes évidemment, un des modes de vérification que la loi est appliquée que d'aller solliciter le juge. Et on aperçoit, ça c'est Noé qui faisait remarquer ça, qu'il y a vraiment très très peu de contentieux autour de la discussion autour de l'accès aux archives. Les historiens ou les archivistes, ils sont dans une situation un petit peu compliquée, mais il y a assez peu de contentieux. Il y en a plus aujourd'hui, justement, avec l'affaire Graner, avec l'affaire l'IGI 1300. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, on est sur le territoire de la dérogation, donc c'est un petit peu différent. Mais il n'empêche qu'il faudrait discuter de ces modalités de la dérogation et le fait que la dérogation soit du fait du prince, parfois sans aucun contrôle. L'IGI 1300, c'est vraiment une pratique contra legem, là, pour le coup. On sort du droit. C'est-à-dire, c'est la défense qui invente des procédures de déclassification qui ont pour objet de reporter, et parfois dans des proportions considérables, les délais de communication. Là où la loi a dit, 25 ans, le secret tombe, 50 ans, le secret tombe, etc. Et là, avec ces procédures de déclassification qui consistent à dire dans cette instruction que tant qu'un document n'a pas été déclassifié secret défense, alors il ne peut pas être communiqué. Donc c'est une procédure. Donc au début, il disait que c'était une compétence liée par rapport à ce que disait le législateur. Puis progressivement, ils ont pris le pas sur le délai légal en disant tant qu'on n'est pas intervenu, vous pouvez pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faciliter les choses, on va mettre en œuvre toute une armée de personnes, enfin on va recruter toute une armée de personnes pour déclassifier, etc., etc. Mais ça tient pas un seul instant la route. Donc c'est une instruction dont le rapporteur public au Conseil d'État, puisqu'il y a eu une requête au Conseil d'État, le rapporteur public a livré ses conclusions et extrêmement sévère vis-à-vis de l'administration. Il est tout à fait, il a conclu à l'annulation de ces instructions. Simplement, il y a une autre stratégie qui a été entreprise là, qui consiste dans la loi dans le projet de loi sur la prévention des actes de terrorisme, etc., d'introduire un article de modification de la loi Archives qui aurait pour effet de remettre en question la façon dont la loi de 79 avait mis en place ces délais et de créer des catégories dont on ne sait pas à quel moment elles seront communicables. Voilà un petit peu mais en tout état de cause. Juste une chose sur le régime dérogatoire concernant de la commission Rwanda. Il y a quand même là sur le site de la République française, suite au journal officiel du 7 avril 2021 est paru un arrêté interministériel portant ouverture d'archives relatives au Rwanda entre 90 et 94. Donc, toutes les archives concernant le président de la République Mitterrand, le Premier ministre Balladur, entre 90 et 94 sont désormais conservés aux archives nationales, désormais accessibles à tous. Et quant à tous les documents cités ou mentionnés dans le cadre du rapport Duclercq, ils sont également accessibles à tous. Ce qui, dans le cadre de la dérogation, si c'était un cadre simplement dérogatoire, il me semble que quand on obtient une dérogation, elle se fait intuitu personae et on prend la responsabilité de divulguer les informations qu'on a obtenues de façon dérogatoire. Là, il y a la création, me semble-t-il, d'un autre régime qui est à partir d'un régime dérogatoire, une forme
pas contrôlée, je sais pas comment la qualifier, d'accès à des archives très contemporaines qui ne respectent dont la communicabilité ne respecte pas les délais fixés par la loi. Oui, mais c'est aussi un régime mais de c'est le principe de la dérogation générale qui existe. C'était déjà le cas des archives d'expoliation, restitution et à partir de 1997. Hein, c'était le même régime d'histoire générale avec responsabilité des historiens, enfin des chercheurs sur les communications. Oui, il y a eu De ce plusieurs. point de vue-là, il y a pas d'innovation, où l'innovation, elle est plutôt liée à aux précédentes dérogations générales, avec y compris l'arrêté de 2015 sur la Seconde Guerre mondiale de François Hollande, du 24 décembre, dont l'application justement contrevient au régime de l'IGI, puisque les deux ont été en contradiction. Mais par ailleurs, ça reste de la juridiction gracieuse. Ça reste, comme Marie dit, le fait du prince. Quand on dit sur quelle base on dit ouvrir les archives, quand on entend le président de la République ouvre les archives, c'est vraiment la main du roi. C'est vraiment là, on est vraiment dans le régime de la grâce, on ne peut plus archaïque. Ouvrir les archives, c'est les toucher et hop, c'est la thaumaturgie. Donc, excuse-moi, si ça c'est si c'est ça la République, bah. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est justement ce qui me frappe, c'est la faiblesse intrinsèque de la loi dans le domaine. C'est-à-dire que si on était vertueux et républicain, on devrait dire à partir du moment où les délais de communication des archives ne sont pas respectés, on ne veut pas consulter les archives. Non, mais ça, la loi prévoit ces dérogations. C'est une autorisation de la loi, c'est une permission de la loi, donc c'est pas contraire à la loi d'ouvrir des archives de façon anticipée. C'est contraire à la loi de ne pas ouvrir des archives alors que la loi a décidé de leur communication, mais l'inverse, c'est des procédés qui sont inscrits complètement dans la loi, alors qui devraient faire l'objet d'un contrôle quant à la façon dont ils sont mis en œuvre, etc., la façon dont la décision est prise. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a été l'affaire Graner, qui est intéressante, mais ce qui concerne le protocole de remise des archives Mitterrand et le fait que la mandataire avait refusé l'accès. Donc là, on a considéré que elle outrepassait son pouvoir de décision. Voilà, donc ça, c'est effectivement, ça peut être intéressant. Mais quoi qu'il en soit, c'est un dispositif légal tout à fait c'est un dispositif légal, mais en même temps, on voit que il y a là une possibilité de dérogation générale, mais là, la dérogation générale, finalement, elle ne concerne pas tout le monde. C'est aussi l'ambiguïté de ce qu'est une dérogation générale. C'est une dérogation générale, mais pour une commission d'historiens. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on pouvait partir du principe que le Code du patrimoine distinguait finalement dérogation annuelle ou à titre collectif, mais on voit quand même, pour aller dans le sens d'Anne Simonin, qu'il y a un peu une ouverture à titre semi-collectif avec cette commission d'histoire, même si c'est le ressort de l'ouverture de la dérogation générale qu'on utilise. Attends. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Je comprends très bien ce que tu dis, Marie. Et puis, je rappelle, il y a un truc extrêmement pervers. C'est l'ensemble des documents cités par la commission de recherche. C'est même pas l'ensemble des documents auxquels la commission a eu accès. C'est exclusivement ce qu'elle cite, ce qu'elle mentionne. Voilà, c'est pas toutes les archives du clerc. Oui, c'est pas toutes les archives du clerc qui font l'objet de la dérogation générale. C'est certaines archives. Ouais, c'est les archives qui ont été non pas seulement vues par la commission, mais bien citées dans le rapport. Donc du coup, le rapport, entre parenthèses, devient l'instance de validation de ce qui est du dérogeable. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce rapport a un statut maintenant d'ailleurs très intéressant, et beaucoup plus que voilà, puisqu'il est une sorte de sésame aussi indirect sur la dérogation. Mais voilà. Alors juste peut-être un mot pour le triage. Évidemment, Anne, tu as raison d'insister, mais c'était pas non pas que je voulais gommer cet aspect-là, bien au contraire, mais il est quand même très très complexe, d'autant que tu évoques le précédent de Laborde, qui est très intéressant, mais qui s'inscrit dans un contexte politique qu'il faudrait évidemment préciser, c'est-à-dire le Second Empire, et qui porte essentiellement sur une déploration de la perte des archives d'Ancien Régime. Parce que dans la loi sur le triage des titres, c'est bien des titres, c'est pas le triage des archives qui est en cause. On trie pas les archives dans la loi du 7 mai 6, non pas que dans la pratique on ne le fasse pas, mais on veut trier les titres
pour séparer ce que j'ai dit trop brièvement, qui a une valeur encore effective dans la domanialité publique et dans l'aliénation, et ce qui a une valeur scientifique pour le bien commun, et c'est ça l'article 12, et une partie inutile qui est vouée à la destruction. Et c'est là l'angle mort, on est bien d'accord, mais dans la loi du 7 Messidor, il n'est évoqué que les archives des institutions supprimées ou des émigrés. Le triage ne porte que, ce qui fait d'ailleurs que tout le domaine du triage et de la destruction a basculé à partir de là dans un régime qui est même plus réglementaire, qui est de l'instruction locale de l'administration des archives. C'est toutes les circulaires. Donc là, alors c'est toute une sorte de jurisprudence administrative sur le triage et la destruction. Aujourd'hui d'ailleurs, on dit dans le métier plutôt tri que triage, qui est au cœur de l'identité archivistique française, qui est la grosse machine qui fabrique les archives par défaut, c'est-à-dire en détruisant 90%, en gardant 10%. C'est là-dessus qu'il n'y a rien du tout dans la loi, mais rien. Voilà. Et c'est bien pour ça que tout à l'heure je disais, c'est très intéressant que on s'intéresse toujours aux archives une fois quand elles sont, si j'ose dire, arrivées au dépôt ou au contraire très à l'amont encore dans les bureaux. Mais tout le processus intermédiaire qui est fondamental, toute l'alchimie qui va finir et qu'on peut appeler triage ou tri, alors là, on est totalement dans un régime, même pas discrétionnaire, c'est la pratique, avec, voilà, par exemple, quelle valeur légale a pas les grands Piane, il faut laisser parler les valeurs légales pour les archives contemporaines a qu'on appelle un tableau de gestion, c'est-à-dire l'espèce de charte qui va déterminer les durées d'utilité administrative d'un certain nombre de documents et à partir desquels on peut soit les détruire, soit réfléchir à savoir s'ils vont devenir des archives historiques. Bon, ça relève uniquement du régime de circulaire, très important, c'est un corpus très important, qui demande fréquemment à être actualisé, mais qui est purement un produit de l'administration sur elle-même. Voilà, alors ça, pour moi, ça fait partie des choses sur lesquelles il pourrait y avoir largement des manœuvres, une marge de manœuvre pour comprendre que là se jouent effectivement des choses politiques et juridiques décisives sur ce qu'on entend par l'extension des archives. Voilà, c'est tout. On sent qu'on en a conscience dans les commentaires et il y a beaucoup de discussions sur il faut associer les historiens à ce processus délibératif. Et en fait, c'est complètement laissé de côté, effectivement. Mais il y a pas mal de... Les historiens ou les autres, parce que, enfin, les historiens, si on veut, mais plein d'autres usagers. Je veux dire, dans les travaux parlementaires, c'est les historiens, parce qu'on se dit, on travaille pour les historiens de demain, il faut convier les historiens. Voilà. Mais d'autres usagers, effectivement, tout à fait. Oui. Alors, peut-être, il y a une sollicitation d'Anne aux doctorants, mais pour l'instant, j'ai pas vu de doctorants ou de membres du public, d'ailleurs, pas seulement des doctorants. Il y a des collègues historiens, historiennes dans le public, d'autres disciplines également, que je devine. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole ou même poser une question dans le chat, si vous êtes gêné pour l'apparition à l'écran, voilà, je vous sollicite dans le domaine. À ce stade, bon, les débats sont fort animés. Je pense qu'on pourrait encore continuer pas mal de temps parce que c'est vraiment des questions vives. Alors moi, à ce stade, il y a d'une part, je sais que Nicolas voulait intervenir sur un autre point qui a été évoqué, et puis peut-être, je me disais aussi le passage par la comparaison internationale. Je me dis voilà, on est centré sur la France et sur ce sujet-là, comment ça se passe ailleurs, quoi? Comment ça se passe ailleurs? Alors, je sais pas qui répondra à ça et si on aura le temps. En tout cas, je te donne la parole, Nicolas, éventuellement. Merci. Oui, c'était simplement pour répondre au début de la question de Anne tout à l'heure sur l'articulation entre l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme qui prévoit que tout agent public doit des comptes à la société, et puis cette loi de Messidor en 2 qui prévoit le libre accès. Mais ça rejoint une remarque qu'on formulait tout à l'heure sur les arguties juridiques, sur les justifications a posteriori qu'on va plaquer sur des dispositions relatives aux archives, de la même manière que finalement on va pouvoir justifier en 58
un statut particulier pour les archives parlementaires au nom de la séparation des pouvoirs, alors qu'on fonctionnait très bien autrement auparavant. De la même manière, pour la loi de Messidor II, aujourd'hui, on a tendance à dire que le droit à l'information, qui est une notion très années 70, années 1970, était déjà protégé par la loi du 7 Messidor II. En fait, c'est assez anachronique comme façon de construire les choses, puisque si les parlementaires donne accès aux archives dans la loi du 7 Messidor II, c'est essentiellement dans une finalité domaniale pour pouvoir justifier des titres de propriété, notamment vis-à-vis des biens nationaux. Et donc, c'est une finalité finalement exclusivement juridique et probatoire qu'a cet accès aux archives en l'an 2. Et on sait très bien que les différentes fonctions de l'accès aux archives elles se sont enrichies depuis, mais en l'an 2, dans la continuité d'ailleurs de ce qui était le cas sous l'Ancien Régime, les archives sont des dépôts de titres et donc l'accès c'est un accès juridique et c'est uniquement au XIXe siècle qu'on construit un accès pour les historiens et puis il me semble que l'accès des citoyens, au contraire, c'est une question beaucoup plus récente. Et effectivement, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 septembre 2017, fonde l'accès des citoyens aux documents d'archives publiques sur l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit donc la responsabilité des agents publics devant la société. Mais bien évidemment, c'est une argumentation que le juge, c'est très constructif et c'est une argumentation juridique et non pas historienne pour articuler et pour justifier l'accès des citoyens aux archives. Merci. Alors peut-être un dernier point sur la question internationale. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Marie peut-être ou Yann. Marie. En fait, la dimension de droit comparé, il y a pas beaucoup de matériaux d'études très très rigoureux sur la dimension de droit comparé. C'est vrai que quand après la loi de 79, quand on se dit assez peu de temps après, finalement, il faut qu'on revienne sur la copie, etc. Donc Brébant va faire un rapport dans lequel il va voir un petit peu dans plusieurs pays comment s'organise la question des délais notamment. Et on s'aperçoit que la France est quand même très en retard, pratique des délais trop longs. Et donc, on va essayer de réfléchir à partir de cette première vue de droit comparé. Mais ça va pas très loin. Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin dans la comparaison, en particulier sur la place du secret défense, sur le périmètre des archives publiques, sur le fondement. Qu'est-ce qui fonde finalement cette qualification? À quel titre on élabore un système juridique autour des archives, etc. Et ça, je pense que... Marie, il y a une question d'un étudiant. Je travaille sur le passé colonial de l'Espagne. Il se trouve qu'en 1900, l'Espagne signe le traité de Paris avec la France, où sont conservées les archives en lien avec le passé colonial de la France, en Afrique équatoriale et ou occidentale. Oui, bah c'est toi, Yann. Ouais, je me doute. Oui, je vais répondre très brièvement. Merci pour cette question. Eh bien, écoutez, là, c'est encore un domaine qu'on n'a pas du tout abordé, la question du statut des archives coloniales en France, qui, pour le coup, est une conséquence évidemment de la loi cadre de 1960. Mais il se trouve que la pratique a encore induit des configurations variées. Globalement, les archives du ministère des colonies et d'un certain nombre d'archives de gouvernements rapatriés. Donc là, ça pose aussi la question politique du rapatriement des archives locales coloniales, dites de souveraineté ou de gouvernement, globalement sont à Aix-en-Provence, qu'on appelle maintenant les archives nationales d'outre-mer, qui est un service à part entière de la direction des patrimoines et qui anciennement détaché des archives nationales. Ça va notamment concerner beaucoup l'Indochine, beaucoup une partie de beaucoup l'Algérie, mais très peu l'AOF, un peu l'AEF. Il y a le gouvernement de l'AEF à Aix, mais pour l'AOF, pour des raisons historiques, de relations politiques dans les années 60, les archives du gouvernement de l'AOF ont été laissées, non pas sur place, mais à Dakar, parce que si c'est sur place, mais je veux dire, du coup, les archives nationales du Sénégal ont toutes les archives historiques de toute l'AOF, ce qui est d'ailleurs une forme d'héritage assez subimpérial, où en fait le Sénégal la France a confié au Sénégal toute sa mémoire coloniale
alors en sachant qu'elle en garde une partie à travers les archives du ministère des colonies, qui sont à Aix, donc sur la partie AOF. Voilà, pour une réponse rapide et simple. Mais donc, si on veut avoir un grain de différentes échelles, on a à Aix, bien sûr, mais c'est plutôt vu de haut pour l'AOF, et à Dakar, et puis aussi dans chaque pays, puisque en gros, les archives rapatriées ont toujours été rapatriées selon des critères, je le disais, très régaliens. On a rapatrié les services de police, de justice, mais pas du tout, en général, les affaires sociales ou les embryons d'administration de l'éducation qui pouvaient exister. Donc très souvent, elles forment la base soit d'archives nationales de pays décolonisés, soit elles sont encore, on en trouve encore parfois dans les ministères locaux, en fait. Donc voilà, c'est une situation qui n'est pas du tout centralisée. Mais tu parlais d'archives de souveraineté. Ça, c'est une catégorie qui a été inventée par la France au moment des indépendances. Alors même, tout à fait. En fait, elle a été inventée pour l'Indochine, en fait. Dans le cas particulier du régime de Baodaï, et ensuite, elle a été appliquée de manière complètement délirante, systématique, y compris à l'Algérie, ce qui est... Il y a un article si vous vous intéressez à ce type d'archives, il y a plusieurs articles de Charles Kemeti, qui a été au Conseil international des archives et qui a travaillé sur la dimension internationale de la circulation des archives, et notamment après les indépendances. Et puis, il y a un article de Pascal Place aussi, qui a exploité des archives de l'UNESCO et qui a abordé les archives de l'AOF, justement, et de l'AEF, et de la façon dont on a, à ce moment-là, réparti la détention des fonds. Bien, merci Marie. Merci à Rémi pour ces questions. Merci à tout le monde. Je laisse le temps à Marie d'inscrire les choses. Alors oui, il y a une question. Alors, Laurence Clémentine souhaiterait poser une question oralement. Et comme c'est très souhaité aussi par nos intervenants du jour, est-ce que tu pourrais donner, Laurence, la parole à Clémentine, s'il te plaît? Oui? Je vous remercie. J'étais en train de rédiger la question. Du coup, ce sera sans doute plus simple de la poser à l'oral. Donc déjà, merci beaucoup à tous. À plusieurs reprises, notamment par Marie, mais je crois pas exclusivement, la notion de patrimonialité par anticipation des archives, c'est-à-dire comme un phénomène qui finalement irrigue sans doute toute la matière, c'est-à-dire qu'on postule en réalité l'intérêt futur de ces archives, en particulier pour les historiens, mais pas uniquement. Et donc cette patrimonialité par anticipation est une idée qui m'intéresse beaucoup dans mes recherches. Je suis doctorante à l'ISP. Et je voulais poser la question, donc sans doute à Marie, peut-être également à Nicolas, mais enfin, toutes les interventions et toutes les réponses me seront utiles. Une question tout simplement de source qui est très basique, à savoir est-ce que cette idée donc de patrimonialité par anticipation est quelque chose de pleinement assumé et formulé, en particulier dans les travaux parlementaires des différents textes qui ont pu être abordés aujourd'hui, ou c'est finalement un espèce de substrat sous-jacent, une sorte de ferment, mais que personne n'a jugé nécessaire de formuler de manière explicite. Je vous remercie, j'espère que ma question était claire. Je pense que, il y a probablement des choses à dire là-dessus, mais je pense que cette question de la patrimonialité des archives, elle est pas tellement pensée au moment des travaux parlementaires. C'est-à-dire que parfois on dit les archives c'est le patrimoine de la nation, c'est le patrimoine public, etc. Mais il y a pas vraiment de réflexion construite et on focalise l'intérêt patrimonial sur les archives historiques finalement, ou les archives privées qui ont un intérêt pour l'histoire, etc. Mais et à preuve, quand on définit les finalités du droit des archives, l'intérêt patrimonial ne figure pas à ce moment-là. Il y a l'intérêt pour la documentation historique, donc on peut se dire qu'il est là, mais il y a l'intérêt pour le droit des personnes, l'intérêt pour la gestion des administrations, etc. Bon, cela étant, on peut parler de patrimonialité par anticipation parce que la mécanique s'enclenche et la qualification d'archives s'enclenche dès la production. C'est un peu une traduction de ce que disent les archives.
le document naît archive. Donc, et pour le droit, il naît archive dès sa production. Il est saisi en tant qu'archive. Il est considéré comme élément du domaine public dès sa qualification d'archive, etc. Il y a un mécanisme plus particulier qui est très révélateur de cette logique-là. C'est les enregistrements d'archives audiovisuelles, où là, on travaille pour la préconstitution d'un patrimoine d'archives historiques. Et ça, là, pour le coup, c'est tout à fait clair. Alors, on le fait pour les procès Papon, etc. d'abord, mais après, on va le faire pour AZF, la mémoire de la ville, cette ville détruite. On va le faire plus récemment dans le procès Charlie Hebdo, etc. Donc là, cette logique d'anticipation, elle est très, très présente. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est un système qui tranche aussi avec d'autres systèmes dans lesquels on scinde tout à fait clairement les archives en usage, mettons, et les archives historiques. Et d'ailleurs, on parle pas d'archives, on parle de records. Et à un certain moment où on va reconnaître leur valeur, on va basculer dans le régime des archives. C'est pas la façon dont on a saisi le droit des archives dans le droit français. Voilà, je sais pas si... Mais Yann a peut-être... Merci Marie. Je pense qu'on est arrivé au terme de la séance. Donc, d'abord, je remercie les auteurs, Marie, Nicolas, Yann, et puis tous les collègues qui n'étaient pas parmi nous, mais qui ont contribué à cet ouvrage. Je remercie également Anne Simonin pour, comment dire, la richesse des questions qu'elle a portées au débat, et je dirais que on aurait sans doute pu passer encore beaucoup de temps. On n'a pas été au bout de tout cela, mais ça montre l'importance des questions. Merci aux participants, mais merci, comment dire, je crois que c'est Clémentine qui est intervenue, qui nous a amené un peu, comment dire, un regard bienvenu sur tous nos débats. Je voudrais profiter c'est la dernière séance aujourd'hui, et je voudrais aussi saluer Nathalie Barneau, avec qui je travaille sur ce petit déjeuner depuis 10 ans. Et Nathalie est appelée à d'autres fonctions à l'université Paris-Saclay. Donc c'était aujourd'hui son dernier petit déjeuner d'Urkheim. Nathalie, c'est la bibliothèque d'Urkheim. Nous verrons comment cette bibliothèque sera à l'avenir incarnée. Je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, mais en tout cas, je voulais dire à Nathalie toute mon amitié, tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec elle pendant 10 ans. Et je lui rappelle que les brasseries sont désormais ouvertes et que voilà, message personnel. À bientôt à tous. Et merci pour la richesse de ces entretiens. À bientôt. Oui, Marie, je t'en prie. D'abord, on n'a pas parlé de Noé, mais Wagner qui devait intervenir était désolé, il n'a pas pu nous rejoindre. Mais voilà, c'est un de ceux qui ont vraiment contribué à cet ouvrage d'une façon formidable. Et puis, il va y avoir une journée en septembre parce qu'il y a une mobilisation autour de cette question de l'accès aux archives. Et il y aura une journée en septembre au Sénat sur ce thème-là où on reprendra un peu toutes les questions d'actualité. Et Anne en fait partie, effectivement. Oui, mais fais attention Marie sur le Sénat parce que c'est pas sûr du tout à cause des problèmes de date. J'ai renvoyé des trucs. Le Sénat nous réouvre. Enfin, on en parlera, mais il y aura une journée en septembre. L'occasion peut-être de parler de la question de l'accessibilité des archives du Sénat, justement. Oui, voilà. Tu peux en dire. Ça bon lieu. Nous, on n'est pas que toi. On invite tout le monde. On fait pas. Le véritable secret en France, c'est des notables. Hein, la France des notables. Les amis. La juillet triomphante. Ouais. Vous Juste les amis, je vous sens partis là pour un after, et c'est dommage que nous ne soyons pas en présentiel. Les doctorants me posent une question très pratico-pratique dans le chat. J'indique et je rassure les doctorants, à chaque fois votre présence, je la note. Et envoie un fichier à Fanny Duré de l'école doctorale SSH, et donc vos heures de formation sont bien intégrées. Hein, je ne vous oublie jamais, soyez-en certains. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez un problème de la sorte. En tout cas, voilà. Donc merci, grand plaisir à tous.
Et puis, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.